Alors, il est où mon fameux cours? Alors, je disais, donc ils sont passés au langage assembleur. Donc, une fois qu'on connaît les instructions, les modes d'adressage et la machine, il est facile d'écrire un programme sous forme d'assembleur. Là aussi, ils ont remarqué que c'était quand même pas aisé d'écrire un programme sous forme d'assembleur. Pourquoi? Parce qu'il fallait maîtriser à fond la machine et ses détails. D'accord? Il faut connaître les instructions, il faut connaître les modes d'adressage, il faut connaître les registres, etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de connaître l'architecture, c'est-à-dire d'aller dans les détails de l'architecture de la machine. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu les langages. Ok. Est-ce que vous pouvez faire l'enregistrement vous-même? Hein? Est-ce que vous pouvez faire l'enregistrement vous-même? Ok, très bien, parfait. Donc, d'accord. Par contre, vous me dites qu'il y a des étudiants qui ont pris d'autres engagements. En fait, ça fait presque une semaine qu'on a dit qu'on allait faire le cours lundi. Hein. Voilà. Donc, écrire en assembleur, demander, je disais, de connaître à fond la machine. C'est pour ça qu'ils sont encore revenus sur cette approche. Et il y a eu, bien sûr, l'apparition des langages évolués. Donc, les premiers langages, le Fortran, le Pascal, l'Algol, etc. Et maintenant, les langages que vous connaissez. Donc, il y a eu les langages évolués. Alors, notre but, c'est de traduire un programme écrit dans un langage X vers un programme écrit dans un langage Y. Même quand vous traduisez d'un langage X vers un langage Y, où les deux langages sont des langages évolués, vous appelez ça compilation. C'est une compilation. Dans notre cas, on traduit les programmes d'un langage écrit dans un langage X vers l'assembleur directement. Donc, le but de notre cours, c'est d'arriver à une bonne génération de code objet. Est-ce que vous suivez? C'est bizarre, j'ai jamais eu un problème de son. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez jusque-là? Oui, madame. Très bien, ok. Vous m'arrêtez, hein. Vous m'arrêtez en général. Bon là, c'est dommage que je vous entende pas, mais en général, je fais un cours TD, hein. Un cours très en interaction. Hein. Donc là, si ça ne va pas, vous m'arrêtez, vous me posez n'importe quelle question qui vous passe par la tête. De toute façon, il n'y a pas de question bête. Alors, donc je reviens au cours. Donc, le processus permettant de traduire un programme écrit dans un langage source, dans un langage quelconque X, vers des instructions machine est appelé compilation. Ça, c'est dans notre cas. Mais traduire un programme écrit dans un langage X vers un programme écrit en langage Y, c'est aussi de la compilation. Alors, un compilateur, il est structuré en une chaîne de traitement, en un ensemble d'étapes qu'on appelle les phases de la compilation, les étapes de la compilation, au travers desquelles passe le programme sous des représentations différentes. On va détailler tout ça pendant notre cours. Donc, le premier cours, c'est le chapitre Introduction à la compilation. Donc, je fais
un petit rappel de la compilation, en donnant les différentes étapes de la compilation, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a une bonne partie des étapes, enfin, il y a du moins 3 étapes qui ont été faites en licence, donc je reviendrai pas dessus, et puis pour enchaîner avec le reste. Alors, chaque phase de la compilation reçoit de la précédente une représentation particulière du programme et émet vers la suivante une autre représentation dont on peut imaginer qu'elle est proche du programme cible. C'est-à-dire, en fait, si vous écrivez un programme écrit dans un langage, donc un programme écrit dans un langage X, le but, c'est de le simplifier au maximum et de le rendre très proche de la machine pour pouvoir faire une bonne génération de code et après, enfin, une bonne exécution. Alors, de plus, toutes les phases consultent et mettent à jour ce qu'on appelle une table des symboles où s'accumulent les données concernant les objets du programme. Donc là, pour dire que la compilation, c'est un ensemble d'étapes. Chaque étape transmet des données à la prochaine et elle transforme un petit peu le programme sous des représentations plus simples. Voilà. Alors, donc je vous donne le schéma de la compilation. Donc, vous, quand vous écrivez un programme et vous le passez pour compiler ensuite exécuter, donc sur machine, la compilation, vous la faites en vraiment une fraction de seconde. Hein. La compilation, vous la voyez pas. Dès que vous demandez à compiler, tout de suite, il vous dit, soit il y a des erreurs de compilation, et il faut les corriger pour faire l'exécution, soit il vous dit qu'il n'y a pas, et à ce moment-là, vous exécutez. Mais en fait, c'est-à-dire ce qui apparaît très simple pour vous est très compliqué. En fait, est assez complexe. Donc cette compilation, elle se décompose en plusieurs étapes. La première, c'est l'analyse lexicale. On dit analyse lexicale ou alors scanner. L'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous délivre des entités lexicales et puis, bien sûr, une trace du programme sur lequel on va effectuer une analyse syntaxique. L'analyse syntaxique nous délivre ce qu'on appelle un arbre syntaxique. Cet arbre syntaxique, donc c'est ça les petites formes, les représentations simplifiées qu'on obtient à travers les étapes de la compilation. Cet arbre syntaxique va être donné à une autre phase qui s'appelle l'analyse sémantique, ou alors on dit traduction dirigée par la syntaxe. Parce qu'en fait, c'est de l'analyse sémantique, mais l'étape qui commande, c'est l'analyse syntaxique. Alors, ensuite vient la génération du code intermédiaire. Donc, c'est encore une forme simplifiée du programme. Vous êtes parti d'un programme source qui est peut-être écrit sur un nombre d'instructions restreint, mais ce programme a subi des modifications, ce programme a subi des représentations, on l'a fait passer par des représentations plus simples. Donc, le programme que vous avez écrit au début, il était peut-être très court, il va être étendu parce qu'on a rajouté des choses au programme que vous écrivez, on a rajouté du code qui a fait qu'il est devenu plus grand, mais il est plus facile à compiler. Et là, vous tombez bien parce que vous êtes des IL, vous avez besoin de programmer, vous êtes des IV aussi. Donc, c'est très important pour vous, c'est-à-dire le module est important pour vous. Alors, donc, après la génération de code objet, qu'est-ce que vous faites? Il y a une étape qu'on appelle l'optimisation du code. C'est une étape qui n'existe pas dans tous les compilateurs, quoique dans les compilateurs récents, cette phase d'optimisation y est. Ensuite, celle qui nous intéresse, donc la finalité du module. La finalité du module, c'est d'arriver à une génération de code objet
Donc, on obtient un code qui, en principe, doit être correct, pas d'erreur, et puis on le donne pour l'exécution. En fait, comme je disais, la compilation là que vous faisiez en une fraction de seconde, elle passe par toutes ces étapes. Toutes ces étapes-là constituent le cours du compile, que ce soit compile licence, ensuite compile master. Alors, en licence, vous êtes censé avoir fait ça, et puis une partie de ça. Le compile master, c'est la suite. Donc, génération, en fait, même ça, c'est là. Donc là, ça c'est des phases regroupées. Donc, vous avez l'optimisation, vous avez en fait ce qu'on appelle l'allocation-substitution. Bon, je ne l'ai pas fait apparaître là, mais c'est de l'analyse sémantique. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait apparaître. Donc, vous avez l'allocation à la substitution. En fait, quand on remarque, quand on compile, après, il y a un certain moment, quand il n'y a pas d'erreur et tout, on s'intéresse à tout ce qui est allocation mémoire. Et là, on va faire intervenir pour donner des programmes. Donc, on a besoin de maîtriser l'allocation et puis la substitution dans le langage. Ensuite, viendra l'optimisation de code, ensuite la génération de code. Donc, le compile 2, c'est une partie de cette étape jusqu'à la fin. Et en TP, on va vous donner un langage en général qu'on fabrique nous-mêmes, et puis vous êtes censé utiliser un compilateur déjà existant, mais dans lequel vous rajoutez des choses, c'est-à-dire les programmes qu'on vous donne et le TP qu'on vous donne écrit dans un langage X, vous allez enrichir certaines choses pour pouvoir apprendre un petit peu comment construire un compilateur, construire un petit compilateur. Pourquoi? Parce que, écoutez, vous êtes des étudiants d'IL ou de IV, vous aurez dans votre vie professionnelle à développer des choses. Si vous n'avez pas le compilateur qu'il faut, il ne faudrait pas que ça soit un frein. Il faut que vous soyez capable de développer un petit compilateur. Voilà. Alors, on commence. Donc là, le chapitre 1, c'est un chapitre révision. Donc, ça sera un chapitre révision. On commence par la première étape de la compilation qui est donc l'analyse lexicale. Ça va, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Très bien, mais dommage, je vous entends pas, je suis dérangée. Le fait que je vous entende pas. Je suis gênée. Je sais pas du tout ce qui se passe, ce qui s'est passé. Je vais essayer de changer de micro. Peut-être que ça va marcher. Voilà, j'ai changé de micro. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est mieux? Allô? Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Je vous entends toujours pas. Parlez. Dites quelque chose et je vais voir si je vous entends. Parlez. Madame. Non. C'est pareil. C'est... C'est pareil.
pareil, hein, c'est pareil. Je vous entends pas. Ok. Oh là là. Alors, finalement, c'est pareil. Hein. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Là, il y a quelqu'un qui me dit, il y a quelqu'un qui me dit de brancher un casque. C'est ce que j'ai fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Peut-être qu'il faut que je redémarre. 2 secondes. Je vais essayer de tripoter un petit peu. Peut-être que ça va marcher. C'est dommage. Alors, je vous vois pas, je vous entends pas. On fait un cours entre fantômes. Non, apparemment, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a mon PC. Je n'arrive pas, je vous entends pas. Alors, donc je reviens au cours. Donc, l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, vous avez une application, vous avez fait un programme écrit dans un langage X, vous n'avez pas de compilateur, qu'est-ce que vous faites? Pas de panique, on construit notre propre compilateur. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'analyse lexicale. Donc, vous avez un programme écrit en langage X. Voilà. J'essaie de voir, est-ce que mon programme est correct? Un programme est dit correct lexicalement s'il est formé de mots qui sont corrects. On s'en fout. On s'en fout si le programme que vous avez écrit a un sens ou pas. D'accord? A un sens ou pas. Par exemple, vous écrivez. Alors, je vais essayer d'écrire. Exemple. Donc, voilà. Donc, vous écrivez, par exemple, vous écrivez le, mange, chat, souris, là. Voilà, j'écris une phrase. J'écris une phrase. Vous voyez la phrase? Vous suivez? C'est bon? Ça va? OK. Alors, oui. Donc, j'écris le mange, chat, souris, là. J'écris une phrase. Peu importe si elle a un sens ou pas. L'essentiel, c'est de vérifier que cette phrase est formée de petits mots, de mots qui sont corrects. Alors, en analyse lexicale, on dit qu'un mot est correct lorsque on lit le mot caractère par caractère et on trouve que tous les mots appartiennent au langage. Donc, une première hypothèse, c'est quand vous écrivez un langage, quand vous écrivez un compilateur, il faudrait d'abord définir les caractères du langage. Les caractères du langage, les constantes du langage, les mots-clés du langage et les séparateurs du langage. Une fois que c'est fait, après, vous pouvez écrire n'importe quel programme et le faire passer par l'automate qui reconnaît les entités parce que, bon, les automates sont inévitables en compilation. Hein. Donc, on essaie de vérifier à travers un automate et une grammaire, on appelle grammaire d'expression régulière. La grammaire des expressions régulières, ce sont des grammaires que vous avez étudiées en THL, théorie des langages en L2.
Donc, on les reprend pas, bien sûr. Donc, on les fait passer par la grammaire ou l'automate. Si, en partant de l'état initial, on fait passer le mot par le mot, hein, je dis bien le mot, pas toute la phrase, hein, pas toute la phrase. Je fais passer le mot par l'automate ou la grammaire. Si je pars de l'état initial et j'aboutis à l'état final, et à la fin du mot, je dirais que le mot est correct sur le plan lexical. Je reviens à mon exemple. Donc, le, mange, chat, souris, là, quand je prends le dans la langue française, c'est correct, c'est un article. Quand je lis le mot mange, je dis qu'il est correct. Le mot chat est correct, le mot souris est correct, le mot là est correct. Donc, tous les mots qui constituent notre phrase sont corrects. Sont corrects, même si, sur le plan sémantique, ça ne veut rien dire. Le mange, chat, souris là, ça ne veut rien dire. Par contre, si j'écris ça, donc ce sont des exemples, si j'écris ça, bon, j'ai pas de clavier arabe, mais sinon j'aurais aimé mettre un caractère en arabe. Donc, voilà. Vous vous êtes trompé et vous avez écrit ça. Donc, qu'est-ce qui fait le compilateur, l'analyseur lexical? Alors, si la compilation se fait en une fraction de seconde, l'analyseur lexical, c'est une toute partie de cette étape, de cette chaîne de traitement de la compilation. Donc, elle se fait vraiment en un temps presque qu'on peut pas compter. Mais nous, quand on fait le cours, c'est compliqué, ce n'est pas facile. Donc, il faut maîtriser les automates, il faut maîtriser les grammaires. Pour l'analyseur lexical, ce sont des grammaires de type 3, des expressions régulières, et des automates à état fini. Alors, au lieu d'écrire ça, vous avez écrit, au lieu de vous êtes trompé, vous avez mis un point d'exclamation. Vous avez mis ça, ce caractère bizarre. Donc là, il va vous dire il y a une erreur. Par exemple, dans quel cas il va dire il y a une erreur? Si votre langage n'accepte pas le point d'exclamation et ce caractère-là. S'il n'accepte pas, on va vous dire, et le compilateur va vous dire qu'il y a une erreur lexicale. Donc, il ne va pas accepter ce mot. Il ne va pas accepter ce mot. Un mot est dit correct lorsque il est constitué de caractères entièrement corrects. Voilà, parce qu'il lit, le compilateur, il lit caractère par caractère. Si un caractère qui n'est pas bon, il bloque. Donc là, il va vous dire il y a une erreur, etc. Je vais prendre un autre petit exemple. Vous avez écrit if, then, else, a égale 0, and. Voilà, vous avez écrit ça. Vous avez écrit, sur le plan lexical, c'est correct. Pourquoi? Le if est correct, le then est correct, le else est correct, le a est correct, le 2 points égale. Vous voyez l'exemple? Est-ce que vous voyez l'exemple? Bien. OK. Donc, and, c'est bon. Donc, tout ça est correct. Ça veut dire que lexicalement, mon petit programme est correct. Par contre, si je me trompe, et je fais ça, alors que ce caractère, par exemple, ce caractère ne fait pas partie de ce langage. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, définir le langage. Définir le langage est une hypothèse. Vous ne pouvez pas faire de compilateur pour un langage si vous ne connaissez pas la grammaire du langage, vous ne connaissez pas les caractères du langage et vous ne connaissez pas les mots-clés et les caractères spéciaux. Tout le reste, les identificateurs, c'est vous qui les fixiez. Les constantes, c'est vous qui fixiez aussi. Hein. Une constante, c'est quoi? Une constante, c'est quelque chose, c'est une entité qui est composée de caractères alphabétiques allant de 0 jusqu'à 9. Donc, si vous sortez pas de ça, votre constante est correcte.
Donc, vous définissez d'abord le contexte du langage. Si dans vos caractères, vous n'avez pas dit que ce caractère faisait partie du langage que vous êtes en train de compiler, le compilateur, l'analyseur lexical va vous sortir une erreur en vous disant que ce mot a l'air de ne pas être correct. Essayez de regarder. Donc, voilà ce que c'est une analyse lexicale. Je dis bien qu'elle analyse le texte mot par mot. Et c'est pour ça qu'on dit, en fait, c'est un scanner. Pourquoi? Parce qu'elle scanne. C'est une analyse qui scanne. Elle prend tout le programme que vous écrivez. Elle prend le programme entièrement, mais elle le découpe en mots, en essayant de vérifier est-ce que les mots sont corrects en les faisant passer par l'automate ou la grammaire. Voilà. Alors, bien sûr, chaque étape de l'analyse lexicale, chaque étape est capable de nous retourner des erreurs. Vous, quand vous compilez, vous avez un programme en Java, vous le donnez au compilateur Java, il vous dit il y a des erreurs de compilation. En fait, il vous dit pas le type de l'erreur. Enfin, il vous donne le type de l'erreur, mais il vous dit pas de quelle étape elle fait partie. Il vous dit pas que c'est une erreur lexicale, c'est une erreur syntaxique, c'est une erreur sémantique. Il vous dit il y a une erreur de compilation. Il y a des erreurs de compilation. Mais nous, ce qu'on fait, on essaie de détailler au maximum le type des erreurs. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire en TP. N'allez pas dire il y a des erreurs de compilation. Vous spécifiez le type de l'erreur. Voilà. Alors, c'est bon? C'est bon pour la première étape? Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Ok. Attends, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose. Elle me dit, Madame, pour remettre votre son, allez sur votre navigateur, clique sur le droit. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Attendez, je vais voir. Attendez. Alors, Madame, pour remettre votre son, allez sur votre navigateur. C'est ce que je fais. Et il me dit, un clic droit sur l'onglet de Webex. Webex et mettez remettre le son. Il me semble que c'est ce que j'ai fait. J'essaye. Clic droit en haut sur l'onglet. Droit, 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 droit. Mon haut-parleur est désactivé. Non, madame. Oui. En fait, c'est bon, madame. C'est bon. ah, très bien, parfait, merci. Oh là là, je suis contente. Je suis contente. Oh là, très bien. Bravo. Voilà, je vais diminuer parce que là, c'est trop fort. Alors, qui c'est qui m'a aidé? Qui c'est qui m'a aidé? Alors, vous étiez nombreux, hein? Alors, Raouf, madame. Non, c'est Raouf. Raouf qui fait Moufok. Oui, il me semble que je vous ai eu en licence, non, Moufok, non? Hein? Je vous ai eu en licence, non? Ok, vous venez d'Isil. Vous venez d'Isil. Hein? Ah, à 4B. Ok, d'accord. Très bien, je continue. Mais est-ce que vous me suivez? C'est important aussi. Vous me suivez? Oui, oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors Oui, j'insiste. madame. Hein. J'insiste. Je fais un cours où j'aimerais bien que les étudiants me posent toutes les questions qui leur passent par la tête. Ok? Voilà.
Alors, je reviens à mon cours. Donc, voilà, j'ai fini avec les exemples. Donc, si vous avez un caractère qui n'appartient pas au langage, il y a une erreur dans votre mot. On dit qu'il y a des parasites. Voilà. Alors, maintenant, l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, elle vient juste après l'analyse lexicale, juste après celle-là. Donc, l'analyse lexicale, elle permet de délivrer des entités qui sont correctes. Des entités correctes avec bien sûr une trace du programme. Parce que si on nous dit que telle entité est correcte et on perd la trace du programme, on ne pourra pas faire la suite. Qu'est-ce qu'elle fait aussi l'analyse lexicale? En fait, elle démarre une table qu'on appelle une table des symboles. La table des symboles, c'est un dictionnaire qui est vide au début. Au début, il est vide, ce dictionnaire. En analyse lexicale, on commence à le remplir quand on fait notre compilateur. Quand on construit notre compilateur, on met les mots qu'on a trouvés dans notre programme, parce que là, on est en train de compiler un programme. On met les mots dans une table en analyse lexicale. Après, en analyse sémantique, on complète les informations concernant ces mots. Au début, je ne savais rien en analyse lexicale. On nous a demandé juste de vérifier est-ce qu'il n'y a pas de caractère parasite. C'est bon. Mais après, on a besoin de savoir, par exemple, un identificateur. Vous écrivez A égale A plus 1. Vous écrivez A égale A plus 1. C'est vrai que je reconnais le A, je reconnais le 2 points égal, je reconnais le petit a, le plus, le 1. Mais A, il faut dire que c'est un identificateur, qu'il a un type. Après, vous allez voir en allocation, quand on va parler allocation mémoire, le A, il a une adresse en mémoire. La même chose pour A, la même chose pour 1, c'est une constante. La constante, elle a une valeur, donc il faut calculer cette valeur. Donc, dans la table des symboles, j'ai inséré le A dans la table des symboles, le grand A, le petit a, le A, mais je n'ai pas donné plus que ça parce qu'en analyse lexicale, je n'ai pas plus d'informations. La suite, je l'aurai à travers les autres étapes de la compilation. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre compilateur, la table des symboles se remplit, ce qui fait que au moment de faire de la génération de code objet, vous avez une table bien remplie. Vous avez tous les objets que manipule votre programme, tous les objets en plus avec leurs caractéristiques, avec leurs attributs. Donc, pour chaque mot, entité lexicale, je sais ce que c'est, je sais dans quelle partie de programme elle se trouve, je sais à quel niveau de programme ou procédure elle se trouve, je connais son adresse mémoire, je sais combien d'octets elle occupe, etc., etc. C'est pour ça qu'on appelle ça une table des symboles. C'est un dictionnaire. Donc, quand vous arrivez à l'exécution, la table des symboles est complète sur le plan information. Alors, maintenant, l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, qu'est-ce qu'elle fait? Attends, qui c'est qui me dit j'espère avoir un plus 1? C'est Raouf. Allô? Raouf? Oui, madame. Allô? Oui, Allô? c'est toi qui me dis j'espère avoir un plus 1. Oui, madame. Ah, Mazari aussi, hein? Alors, en fait, on vous a dit que Madame Boukala rajoutait des points. Hein? Non, madame, c'est juste... Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est pas une blague. Hein. En cours de compile, les étudiants qui répondent à des questions, qu'est-ce que je fais? Je leur ajoute des points. C'est-à-dire, quand ils répondent à une question correctement, je leur donne un bonus
Et à la fin, je rajoute ces points-là à la moyenne. Alors, il y a un étudiant qui a eu 20. Il a eu 20. Donc, je pouvais pas lui rajouter. Il avait 2 points en plus. Donc, en fait, c'est 22. Mais je pouvais pas les rajouter, sauf si je les rajoute dans un autre module. Sauf s'il y a un enseignant de la section qui accepterait qu'on lui rajoute les 2 points chez lui. Mais sinon, voilà. Donc, vous vous êtes pas trompés, ceux qui m'ont dit, madame, vous nous rajoutez 1 point. On verra. Alors, l'analyse syntaxique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette analyse? Elle vient juste en second. Elle permet de vérifier que ce que vous avez reconnu lexicalement est correct aussi sur le plan syntaxique. Vous avez reconnu des mots corrects, ça veut dire il n'y a pas de parasites dans les mots, de caractères qui n'appartiennent pas à ce langage, mais c'est pas suffisant. La compilation est encore bien loin. Une bonne compilation est encore bien loin. Il faudrait vérifier que l'enchaînement est correct. Alors, bien sûr, cet enchaînement, vérifier la correction d'un enchaînement de structure, fait partie aussi, enfin, doit passer par une grammaire. Ce n'est pas la même grammaire que la grammaire lexicale. La grammaire lexicale, ce sont des expressions régulières et des automates à état fini, c'est normal. Là, c'est des grammaires algébriques et des automates à piles. Alors, une grammaire algébrique, elle est plus facile à écrire qu'une grammaire régulière. Une grammaire régulière, elle peut être droite ou gauche. Vous écrivez A donne AB, petit a ou grand B, ou alors grand B, petit a. Régulière droite ou gauche. La grammaire, les automates à piles ou les grammaires algébriques sont les grammaires un petit peu n'importe comment, mais bien sûr, il faut respecter la syntaxe du langage pour lequel vous construisez un compilateur. Un compilateur, c'est-à-dire vous ne pouvez pas écrire n'importe quoi. Si vous avez dit, par exemple, dans la langue française, je dois avoir un sujet, verbe, complément, ou alors un sujet-verbe. Le sujet doit comporter un article et le complément doit comporter aussi un article. Si vous dites ça, il y a quelqu'un qui me dit, je vous entends pas, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, très bien. D'accord, très bien. Ok. Donc, si vous écrivez, pardon, un langage dans lequel vous avez défini une structure, c'est à vous de définir quand vous construisez votre langage. Si vous construisez et vous oubliez de tout mentionner, c'est-à-dire de dire par exemple qu'une phrase c'est un sujet verbe complément, vous oubliez, il pourra pas reconnaître votre phrase. Donc la langue française, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit article, sujet, verbe, complément avec un article. C'est bon. C'est bon? Donc, moi qui ai donné l'exemple, le mange-souris là, c'est vrai que ma petite phrase est correcte sur le plan lexical, mais elle n'est pas correcte sur le plan syntaxique. Pourquoi? Parce que dans la langue française, c'est sujet, verbe, complément, à la limite sujet, verbe. Donc là, c'est erroné, cette phrase est erronée syntaxiquement. Bien sûr, pour vérifier que c'est correct ou pas, il me faut, comme je disais, une grammaire. Qui dit grammaire dit automate, ça marche ensemble. Et dit aussi arbre syntaxique. Les arbres syntaxiques, ils marchent avec les grammaires syntaxiques. Donc, ça c'est faux. La deuxième phrase est fausse lexicalement. Donc, quand c'est faux lexicalement, il donne rien à la syntaxique, il s'arrête, d'accord? Vous voyez pas très bien ça. Vous, il vous dit, quand vous compilez, il vous dit, il y a des erreurs de compilation. Et puis, c'est vous qui faisiez le tri. Le tri, vous dites, tiens, là, il me manque un point virgule. Tiens, là, il me manque un point d'exclamation. Tiens, là, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié un mot. Tout ça, vous le faites sans que le compilateur ne vous aide. Mais en fait, quand vous voulez écrire votre propre compilateur, allez-y dans les détails, c'est-à-dire spécifier le type de vos erreurs. Là aussi, if, ça ne marche pas.
ça ne marche pas un if. Un if, il doit être suivi. Donc là, quelque chose d'un peu plus correct, c'est if. A, alors if condition, then instruction, else, instruction 2. Un if est suivi syntaxiquement d'une condition. Il est suivi du mot-clé then. Il y a une coupure de son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. On vous entend, madame. Très bien, merci. Alors, donc là, un if est suivi d'une condition, suivi de then, suivi d'instruction 1. Il peut ne pas y avoir cette partie, c'est pas grave. C'est-à-dire, dans votre langage, vous allez dire, moi, mon if, il peut être avec un else ou sans else, j'accepte les deux. Donc, c'est dans votre grammaire que vous allez spécifier tout ça. Donc, une grammaire syntaxique, elle sert à spécifier la structure ou l'enchaînement des mots qui constituent les phrases ou les instructions ou les déclarations. Voilà, donc, vous avez écrit A égale A plus 1. Si vous avez oublié ça, c'est pas grave. C'est pas grave en lexical. Hein. Lexical, bon, il trouve le A, c'est bon. Il trouve le petit A, c'est bon. Il trouve le plus, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur lexicale. Par contre, quand vous allez écrire la grammaire d'une affectation, il va vous dire, c'est vrai que A est un identificateur. Il continue la compilation. Il va trouver un petit A. Il dit non, il y a une erreur. Un identificateur doit être suivi. C'est-à-dire, si c'est une affectation, il va vous dire, il manque quelque chose ici. Il va trouver deux identificateurs qui se suivent et va vous dire, il y a une entité manquante. Donc, lexicalement, c'était correct, mais syntaxiquement, non. Par contre, dans le cas où c'est correct, alors qu'est-ce qu'on a fait en lexical? En lexical, on a inséré, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré le grand A, inséré le petit a, inséré le 1 dans le grand A, le petit a dans la table des identificateurs et le 1, on l'a inséré dans la table des constantes. Donc, la table des identificateurs, elle est à part. La table des constantes, elle est à part. La table des mots-clés, parce qu'en fait, quand vous écrivez un langage, quand vous concevez un langage et son compilateur, vous spécifiez vous-même vos mots-clés, vos mots réservés. Il y a peut-être, j'ai deux langages X et Y, il y a peut-être un mot qui est réservé dans un langage, mais il n'est pas dans un autre. Bon, par exemple, je prends le while. Le while, imaginez, il est accepté par exemple dans le C, mais il n'est pas accepté dans Pascal. C'est un exemple. C'est un exemple. Pourquoi? Parce que, par exemple, while n'existe pas en Pascal. Donc, while est pris comme étant un identificateur dans Pascal. Donc, il faut spécifier dès le début vos mots clés et vos séparateurs aussi. Hein. C'est important. Donc, tout ça est dans la table de symboles. En lexical, j'avais mis le A, j'avais mis le petit a. Mais en syntaxique, j'ai quelque part dans mon programme, une partie qu'on appelle déclaration. Donc, dans un programme, vous avez des déclarations, ensuite les instructions, cadrées par begin end. Donc, dans la partie déclaration, vous avez le A, peut-être qu'il est déclaré. Vous avez le petit a. Donc, si c'est un langage qui déclare ses identificateurs, donc vous allez trouver quelque part dans la partie déclaration de votre langage que A est un entier. Integer. Vous trouvez que A, petit a est réel. Donc, tout ça, ce sont des informations que l'on met dans la table des symboles pour pouvoir travailler après. Pourquoi? Parce que en sémantique, quand vous allez affecter le A plus 1 à A, si A est entier et petit a est réel, il va vous dire il y a une erreur. Et comment il saura? C'est à travers la table, le dictionnaire, c'est à travers la table des symboles. Il va vous dire, tiens, il y a un problème,
Il y a une incompatibilité de type. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? C'est bon? Hein? Oui, madame. Très bien. Madame, s'il vous plaît, Oui? vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui? Je vous entends. Lorsque vous avez enlevé l'affectation, Oui? syntaxiquement, c'est incorrect. Attendez. J'ai enlevé. Oui, j'ai dit lexicalement. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Voilà. J'ai dit que lexicalement, c'est correct, mais syntaxiquement, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que syntaxiquement, deux identificateurs qui se suivent, il va vous dire c'est impossible. C'est impossible, deux identificateurs qui se suivent, il doit y avoir un séparateur entre eux. D'accord? Un séparateur ou alors un opérateur. Voilà, un opérateur est un séparateur. Donc, il doit y avoir un séparateur, il va vous dire erreur de syntaxe. D'accord? Ok, Voilà. merci, C'est madame. bon? Très bien. Oui. Voilà. J'aimerais avoir une section dynamique. Hein. Les IL de l'année dernière, ils étaient dynamiques et les IV, ils étaient très bien aussi. Hein. Les IV, ils ont eu 18 de moyenne en compile. Hein. Alors, donc, cette phase est la phase la mieux formalisée de la compilation. Pourquoi? Parce que derrière cette phase, en fait, cette phase, elle est basée sur des algorithmes. Et quand quelque chose est basé sur un algorithme, ça veut dire c'est vrai ou faux. Il peut pas y avoir, c'est peut-être comme ça, peut-être comme ça. Il n'y a pas de l'aléatoire. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de l'aléatoire, on dira que c'est l'étape la mieux formalisée de la compilation. Vous connaissez les méthodes d'analyse syntaxique. On va peut-être faire une petite révision en TD, mais en principe, c'est confère cours de compile licence. Voilà. Alors, il existe deux méthodes d'analyse d'un programme syntaxiquement. Il y a les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. Alors, les méthodes descendantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent de l'axiome. Donc, on a une grammaire, on a un automate. On part de l'axiome ou de l'état initial. On a un programme. En fait, vous avez un programme à compiler. Vous avez un programme à compiler et vous avez un analyseur syntaxique à côté. Comment faire? Quand on ne connaît pas les méthodes, on essaie de faire du tâtonnement. J'ai un programme, j'ai une grammaire, qu'est-ce que je fais? On fait comme on faisait en THL, si vous vous rappelez. On dérive. Si on arrive à l'état final et on arrive à la fin de la grammaire, à la fin du programme, on dit que notre programme est correct syntaxiquement. Cette méthode de faire en THL, c'est bon, mais en compilation, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous, quand on arrive à la compilation, quand on arrive à la partie compilation, on suppose que le compilateur est là, qu'il est correct. Le compilateur, il peut pas être faux. Hein. S'il y a une erreur dans le programme, c'est nous qui avons mal programmé, mais c'est pas le compilateur qui a mal compilé. Donc, qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Il a une méthode. Tous les compilateurs sont basés sur des méthodes. On en a vu plusieurs en licence. Je vais vous dire sur laquelle travaillent les compilateurs actuels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le programme, on le fait passer par l'automate. Si on arrive à la fin du programme et à la fin de l'automate ou de la grammaire, on dira que notre compilateur est bon. Notre programme est correct, syntaxiquement. Hein. Par exemple, la phrase de tout à l'heure, l'instruction de tout à l'heure, ici, je fais passer par l'automate ou la grammaire. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va bugger ici. Dès qu'il reconnaît le A, c'est bon? Ah, il s'arrête. Hein. Il va dire, bon, il y a un problème. Il va dire, je ne peux pas faire la suite, il y a une erreur syntaxique. Pourquoi? Parce qu'il aura utilisé une méthode claire, hein, une méthode déterministe. Alors, donc les méthodes descendantes, elles partent de l'axiome et on dérive. Bien sûr, ce sont des méthodes. Hein. On dérive en comparant. Donc la méthode, elle existe. Hein. Je ne l'ai pas détaillée, mais vous la connaissez, c'est des méthodes de licence. Donc, on essaie de dériver jusqu'à arriver à la fin. Et si on arrive à la fin, on dit qu'il n'y a pas d'erreur syntaxique. Si on n'arrive pas, c'est pas le compilateur qui est faux, mais c'est notre programme qui est faux. Alors, parmi les méthodes descendantes, il y a les méthodes non déterministes et les méthodes déterministes. Alors, nous, les informaticiens, on n'aime pas ce qui est non déterministe. Non déterministe, ça veut dire que il y a de l'aléatoire. Ça veut dire qu'on perd de l'espace mémoire et on perd du temps. On n'aime pas ça. On aimerait, une fois qu'on emprunte un chemin, une fois qu'on a une méthode,
il faudrait qu'on applique cette méthode jusqu'au bout. S'il y a un problème, ce n'est pas le problème de la méthode, mais c'est le problème de notre programme qui est faux. C'est notre programme qui présente des erreurs de compilation. Donc, dans notre cours, on s'intéresse qu'aux méthodes déterministes. Les méthodes non déterministes, on n'a pas le temps de les faire. Une méthode non déterministe, ça veut dire que vous empruntez un chemin, vous travaillez avec un arbre syntaxique, et ben le chemin peut ne pas aboutir. Qu'est-ce qu'on fait? On revient, on dépile tout là, parce qu'en fait, en informatique, tout est basé sur des piles. On dépile tout ce qu'on a fait et on réempile un autre chemin. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Une fois, en informatique, quand on empile un chemin, il doit aller jusqu'au bout. S'il y a un problème, un échec, ça veut dire que c'est notre programme qui n'est pas correct et ce n'est pas le chemin qui est faux. Alors, donc les méthodes déterministes, c'est celle-là qui nous intéresse, c'est les descendantes déterministes. Alors, elles consistent à emprunter un chemin, aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour arrière. Vous n'allez pas vous dire, rappelez-vous une grammaire. C'est quoi une grammaire? C'est un nom terminal, un nom. Les ISIL n'ont pas eu THL en licence. Oh là là. Qui c'est qui vous a fait ISIL THL? Qui c'est qui a fait ISIL? Qui c'est l'enseignant? Qui c'est qui a fait ISIL THL? Qui c'est l'enseignant? Madame, on n'a pas demandé le THL. Non, il est collé à compile. Les étudiants de THL, quand on a remarqué, les étudiants d'ISIL, vous êtes de Babzoua? Hein? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, les étudiants d'ISIL, quand on a conçu les programmes, Madame, les étudiantes. Les étudiantes, hein? Anna Boumerdaz. Ah, et vous n'avez pas fait THL? Si, mais ما كملناش le programme comme d'habitude يعني. D'accord. Elle appelle comme les THL est très très important. Des informaticiens qui savent pas ce que c'est THL, ils savent pas ce que c'est compile. Il y a mon fils à côté, il est d'accord avec moi. Les étudiants qui connaissent pas THL, qui connaissent pas compile, ne sont pas des informaticiens. D'accord, il faut faire attention. Alors, bon, je n'ai pas le temps. Oui, c'est ça, compile. Il vient en début de compile, c'est ça. THL, comme ils se sont rendus compte, les ISIL qui faisaient pas THL, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on a tous cautionné ça, on n'avait pas le temps de rajouter un module. Faute d'emploi du temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté le chapitre dans compile. Donc, on verra comment faire par rapport au TD, on verra. Alors, donc, les méthodes déterministes, il n'y a pas de retour arrière. Quand vous empruntez une méthode, un chemin dans l'automate, vous devez aboutir à l'état final. Si vous n'aboutissez pas, ça veut dire que votre programme est faux sur le plan compilation syntaxique. C'est ça les erreurs que vous avez à travers les compilations que vous faites. Et puis, bon, il y a plusieurs méthodes pour faire une analyse syntaxique descendante. Il y a la méthode LL1, la descente récursive et la méthode des automates. Alors, en licence, vous avez fait ça et ça. Les automates, on vous les a pas donnés. Je les ai juste donnés pour que vous sachiez. Mais sinon, vous n'êtes pas censé connaître. Et avant de faire une analyse descendante déterministe, il faut s'assurer que la grammaire n'est pas récursive gauche et les propriétés LL1 vérifiées. En fait, avec les méthodes d'analyse descendante, hein, elles sont bien, sauf que elles sont gênantes. Pourquoi? Parce que si vous partez d'une grammaire qui est récursive gauche, ou alors les propriétés LL1 ne sont pas vérifiées, on peut pas travailler, on peut pas utiliser le compilateur descendant. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu gênantes et on préfère les méthodes ascendantes. Alors, les méthodes ascendantes, contrairement aux descendantes, on prend le programme. Alors, au lieu de faire des dérivations, on fait des réductions. On réduit, en partant du programme, de la grammaire. Je réduis, c'est-à-dire en descendant.
En descendant, vous partez du nom terminal, vous remplacez le nom terminal par son membre droit de production. En ascendant, vous faites le contraire. Vous avez quelque chose dans la pile, vous avez un contenu de pile. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de reconnaître un membre gauche de production. Comme ça, vous le réduisez par un nom terminal. Donc, elle fait contraire à la descendante. Et parmi ces méthodes, il y a la LR, la SLR, la LR. Alors, au début, les informaticiens, ils ont conçu la LR. Après, ils ont vu que la LR, elle bouffait trop d'espace mémoire, était gourmande. Ensuite, ils ont conçu la SLR, qui est simple LR. C'est LR en simple. Mais, peu de grammaires sont SLR. Ça nous arrange pas. Peu de grammaires sont SLR. C'est pour ça qu'il y a eu une troisième méthode qui est la LA-LR. La LA-LR, c'est elle qui est utilisée en pratique. C'est-à-dire tous les compilateurs que vous connaissez travaillent sur les grammaires LA-LR. Ce qu'elles ont de bien, les méthodes d'analyse ascendante, comme elles n'ont pas de contraintes d'application, en fait, on n'a pas besoin de vérifier les propriétés et du coup, elles permettent d'analyser un nombre de programmes plus important que les méthodes d'analyse descendante. Mais elles sont aussi fiables. Les méthodes d'analyse descendante, elles sont aussi fiables que les méthodes ascendantes. C'est-à-dire, vous risquez pas de tomber sur un compilateur écrit avec une analyse descendante dans laquelle il va vous faire gober n'importe quoi. Quand un programme est correct, il est correct, d'accord? Quand il n'est pas correct, c'est pas le compilateur qu'il faut, mais c'est votre programme qui est mal écrit. Vous avez fait vous-même des erreurs de compilation. Donc, les méthodes ascendantes, elles sont mieux parce qu'elles n'ont pas d'hypothèse à appliquer au début. Voilà pour l'analyse syntaxique. Donc, le programme qu'on avait pris tout à l'heure, l'exemple, le mange chat souris, il devient, au cas où on veut y corriger un petit peu, le souris mange la chat. D'accord? Le souris mange la chat. Ici, syntaxiquement, c'est correct aussi. Là, c'est correct. Imaginez que j'écrive ça. Imagine que j'écrive ça. Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Alors, if condition, else, instruction 1, non. Une condition, le compilateur, quand il va empiler, il va trouver if, c'est bon. Il va empiler toute la condition, c'est bon. Mais après, il va s'attendre, la grammaire, elle va lui dire, la grammaire syntaxique du langage Java, elle va lui dire qu'il y a un else. Il y a un else. Or, nous, dans notre programme, la grammaire, elle va lui dire, il y a un then. Dans la grammaire normale, il y a un then. Or, nous, dans notre programme, on a écrit else. Là, il va bugger. Là, il va s'arrêter de l'automate. Il va dire, il y a un problème. L'arbre syntaxique, il va vous dire, vous avez une erreur syntaxique et il continuera pas la compilation. Il fera pas la suite de la compile. Il fera la suite de l'analyse du programme. Il fera pas la partie sémantique s'il y a une erreur de compilation de ce type. Ici aussi, hein, le souris mange la chat. Le souris mange la chat, c'est bon, hein? Il va vous dire sujet, verbe, complément. Même si le sujet ici, ça doit être là et non pas le. Mais c'est pas une erreur de syntaxe. Pourquoi? Parce que syntaxiquement, on a respecté le langage français. Le langage de la langue française dit que sujet, verbe, complément, c'est bon, on s'en fout de l'article. L'article, ça va être détecté après en analyse sémantique. Là, c'est surtout pour les gens qui font de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle et qui font du traitement automatique de la langue. C'est eux qui vont détecter tout ce type d'erreur. Alors, l'analyse les méthodes ascendantes, c'est bon. Maintenant, l'analyse syntaxique, comme je disais,
elle peut générer des erreurs. C'est-à-dire que vous avez écrit des programmes faux et le compilateur les a détectés. Les a détectés, il va vous dire il y a des erreurs de compilation de type syntaxique. En fait, ce sont des erreurs courantes. Hein. À chaque fois que vous écrivez un programme, quand vous le compilez, vous faites jamais une compilation correcte. Hein. Il y a toujours des erreurs. Vous êtes d'accord avec moi? On fait jamais un programme correct à 100%, non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ok. Ah, Oui, madame. voilà, très bien. Ok, d'accord. Oui. Alors, pardon. Hey, je vous ai montré les notes des étudiants. Alors, voilà. La troisième étape, c'est la génération de la forme intermédiaire. En fait, cette étape, elle vient entre l'analyse syntaxique. Elle est là, cette forme. Elle est là. Et c'est là où on génère après du code très simple, hein, très simple. Hein. Un code très facile à optimiser, à traduire en assembleur pour être exécuté. Donc, en fait, cette étape, elle vient pour faciliter l'écriture des programmes, mais elle est optionnelle, elle n'existe pas tout le temps. Hein. Alors, parmi les formes intermédiaires que nous connaissons sont la forme postfixée, les quadruplés, l'arbre abstrait. Vous les avez vus en licence. Donc on va travailler peut-être surtout sur les quadruplés et l'arbre abstrait. La postfixée, pas vraiment. Alors, vous avez, par exemple, vous avez A égale B plus 1. B plus 1. Il faut préparer le compilateur. Il sait pas faire le A égale B plus 1. Il sait pas le faire. C'est vrai que vous écrivez des programmes dans les langages de haut niveau, mais quand vous les donnez directement à la machine, elle ne pourra rien faire. Si vous passez pas par ces étapes, la machine ne pourra rien faire. C'est le compilateur qui fait le nécessaire. Donc, on arrive à cette étape. Qu'est-ce qu'elle fait, la forme intermédiaire? Elle traduit. Pour le compilateur, c'est compliqué à 2 points égales, hein, B plus 1. Il faut lui dire au compilateur, j'ai un identificateur qui s'appelle B, j'ai une opération qui s'appelle plus, donc quadruplé, j'ai une constante qui s'appelle 1, tout ça c'est un quadruplé, il faut faire la somme et ranger dans le résultat qui s'appelle R1. Donc R1 va contenir, c'est ça qu'il faut lui dire. En fait, un compilateur, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé qui vient de naître. Le bébé, il commence au début, peut-être peut-être c'est sûr, il ne fait que pleurer. Et il prend un petit peu de liquide, du lait. Ensuite, petit à petit, il commence à dire des petits mots, c'est l'analyse lexicale. Ensuite, il commence à coller les mots, c'est l'analyse syntaxique. Ensuite, il commence à comprendre, donc c'est de l'analyse sémantique. Et après, il commence, c'est-à-dire, vraiment, il est conscient. Donc, c'est ça, c'est la forme intermédiaire avec l'analyse sémantique. Donc, c'est traduire tout ce qui était compliqué en instructions très simple. Il faut tout dicter. Il faut tout dicter au compilateur. Donc, par exemple, le if que vous aviez, if condition, then instruction 1, else instruction 2. Voilà, vous avez ça. If condition, then instruction 1, else instruction 2. Si vous avez fait ça, cette petite instruction if, qui paraît très facile pour les informaticiens, elle est très compliquée pour le compilateur. Il ne sait pas ce que c'est. Bon, mis à part qu'il a corrigé les erreurs de lexique, c'est-à-dire il a dit ce que c'est le if, il a reconnu ce que c'est, ce que formait la condition, il sait ce que c'est le then, il sait, entre l'analyse lexicale et syntaxique. Hein. Maintenant, il sait que c'est un if, mais il ne sait pas comment il fonctionne. Il ne sait pas ce que c'est un if. Donc, il faut lui dire qu'un if, c'est quoi? C'est une condition. Un if, c'est une instruction conditionnelle. Donc, c'est une condition qu'il faudra générer
Si elle est vraie, si elle est fausse, allez au début de l'instruction 2. Sinon, allez à l'instruction 1 et une fois que j'aurai exécuté l'instruction 1, il faut surtout ne pas oublier de lui dire d'aller à la fin. Parce que sinon, si vous ne lui dites pas, il va transformer, traduire ce if, mais il va faire instruction if. Si vous oubliez de lui dire sortir, il va faire aussi instruction 2. Est-ce que, une question que je vous pose, est-ce que s'il fait instruction 1 et il fait instruction 2, quel type d'erreur on aura? Quel type d'erreur? Indépendamment, en tant qu'informaticien, quel type d'erreur on aura? S'il fait instruction 1, ensuite instruction 2, quel type d'erreur on aura? Une erreur? Une erreur? Synthétique. Plus que ça, plus. Oubliez la compilation. S'il fait, regardez, il va tester la condition. Si la condition est vraie, il va faire instruction 1. Si dans la traduction, vous oubliez de lui dire aller à la sortie, il va faire aussi instruction 2. Quel type d'erreur on aura? D'exécution. Ça sera une erreur d'exécution. Pourquoi? Il va faire instruction 1. Tiens, il va faire instruction 1. Vous avez oublié de traduire, c'est-à-dire dans votre compilateur, le compilateur que vous avez construit, vous avez oublié de dire que dans le cas du if, quand il aura fait l'instruction 1, il faut qu'il sorte. Eh bien, il fera instruction 1 et instruction 2. Et après, quand vous aurez vos résultats, vous aurez une salade. Vous aurez une salade, mais alors une bonne salade dans les résultats de votre programme. Vous allez dire, mais ma condition a été vraie, pourquoi il est parti dans instruction 2? Ben parce que vous avez oublié de traduire correctement le if. Donc, c'est ça, la génération de formes intermédiaires. En fait, cette génération, elle se fait à l'aide de l'analyse sémantique, mais c'est une traduction dirigée par la syntaxe. C'est-à-dire, sur le plan structure, c'est la syntaxe qui décide, mais après, la sémantique, elle vient se greffer. Sémantique, elle vient vérifier. La sémantique, elle vient pour traduire correctement et pour limiter les erreurs d'exécution. Donc, la compilation, elle permet de traduire et d'aider aussi l'exécution, est-ce qu'il n'y ait pas trop d'erreurs en exécution. Ça va? C'est bon? Madame. Ça va? Madame, Oui? Oui? comment ça se fait qu'il y ait des compilateurs qui sautent cette étape? Non, c'est toi qui as construit un compilateur. Quand tu es arrivé au if, tu as construit un langage. Dans ton langage, La attends, génération de forme intermédiaire est optionnelle. Dans ton langage, tu as un if. Comment tu l'as défini? Comment tu l'as spécifié ton if? Tu as dit que if, condition, then instruction, else instruction 2. Il n'y a pas de compilateur. Tu es en train de construire le compilateur. Donc, quand tu arrives à la phase sémantique avec génération de code intermédiaire, tu as mal traduit ton if. Tu as dit, voilà, mon if, c'est condition. Si la condition est fausse, il va à l'instruction 2. Sinon, il fait l'instruction 1, il sort. Tu as oublié de spécifier le branchement, le jump vers la fin. Comme tu as oublié de le spécifier dans ton compilateur, donc c'est ton compilateur qui est incomplet. Tu me suis? Donc, ton compilateur étant incomplet, il n'est pas bon. Il t'a accepté des erreurs qui relèvent de l'exécution. Par contre, les compilateurs qu'on a, ils sont corrects. Ce sont des compilateurs qui ont été vérifiés et revérifiés. D'accord? Vérifiés, revérifiés. Donc, nos compilateurs sont corrects. Les compilateurs avec lesquels on travaille, ils sont corrects. Donc, les compilateurs actuels, le YAC, il travaille avec les grammaires LALR. Voilà. Donc, on arrive à la phase sémantique. En fait, j'ai parlé de la phase sémantique parce qu'elles sont liées. Elles sont très liées. Là, il est moins